Bonjour et bienvenue dans Impact. L'Union européenne semble aujourd'hui totalement enlisée. Panne de croissance économique, panne de projet, panne de gouvernance et l'existence même de l'euro, pour certains, est aujourd'hui menacée. Cette crise est-elle la conséquence de la crise financière de 2008-2009 ou bien est-ce le symptôme d'une disparition programmée de l'Union européenne? Pour en parler, je recevrai dans quelques instants Jean-Paul Trantiet. Impact, c'est tout de suite. Jean-Paul Trantiet, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un ancien haut fonctionnaire, vous avez été membre du cabinet d'un vice-président de la Commission européenne, vous avez été directeur adjoint de 2 ministres chargés des affaires européennes, vous avez été également membre du cabinet d'Édith Cresson lorsqu'elle était Premier ministre. Vous êtes depuis le début des années 2000 avocat associé au sein du cabinet White & Case et vous dirigez le département droit européen, régulation et concurrence. Vous êtes également président du groupe Europe de l'Institut Montaigne et vous y avez, dans ce cadre, élaboré un certain nombre de rapports et d'études pour l'Institut Montaigne. Jean-Paul Trantiet, je suis très heureux de vous recevoir sur le plateau d'Impact. Tout le plaisir est pour moi. En quelques années, Jean-Paul Trantiet, l'Union européenne a accumulé les échecs, les déconvenus. Échec institutionnel, échec démocratique, aujourd'hui échec économique, à la faveur ou à la défaveur de la crise financière. Comment en est-on arrivé là ? Alors, échec est peut-être un mot un peu fort. Disons que l'Europe est plus en situation de blocage qu'en situation d'échec. C'est-à-dire que l'Europe a progressé pendant des décennies, relativement vite, avec un projet qui était clair pour tout le monde, qui faisait consensus, et que, effectivement, depuis 10 à 15 années, l'Europe est un peu en train de j'allais dire se stabiliser. Non, elle est plutôt en train de s'arrêter et d'être à la recherche de son projet et de son efficacité. À quoi c'est dû? Je crois qu'il y a deux principales raisons. Probablement une raison profonde qui est que le projet européen a perdu de sa pertinence pour beaucoup des citoyens, pas seulement en France mais ailleurs aussi, et qu'il faut lui retrouver cette pertinence. Également parce que je pense, même si ça fait pas plaisir de le dire, je pense que nous avons mal fait, mal négocié et mal mis en œuvre les élargissements auxquels nous avons... Alors, sur les élargissements, précisément, donc 12 nouveaux pays depuis 2004, 10 nouveaux pays, 2007, 2 nouveaux. Est-ce qu'il aurait fallu procéder autrement? Et surtout, est-ce qu'à l'avenir, il faut stopper le processus d'adhésion, selon vous? Alors, il ne fallait pas arrêter l'élargissement, parce que cet élargissement a été la volonté non seulement des pays d'Europe de l'Ouest, mais aussi des pays d'Europe de l'Est qui voulaient absolument se retrouver dans une enceinte démocratique, dans ce projet européen global que les pères fondateurs voulaient depuis l'origine. Cela dit, il ne fallait pas faire l'élargissement à situation institutionnelle constante. C'est-à-dire qu'on est parti de l'illusion selon laquelle nos institutions allaient pouvoir résister à un quasi-doublement du nombre de pays membres, et que les nouveaux adhérents avaient le même statut, la même volonté politique et le même niveau de développement que les anciens, ce qui n'est à l'évidence pas du tout le cas. Et à l'avenir, selon vous, est-ce qu'il faut interrompre le processus d'élargissement ? À l'avenir, on ne peut plus se Croatie, payer le luxe. Ukraine, par exemple. Alors, Croatie, j'allais dire, faire entrer 1 ou 2 petits pays, c'est pas ça qui va créer le blocage supplémentaire. Mais oui, mais c'est vrai qu'on a justement eu l'occasion de faire des élargissements massifs et qu'on n'a pas su réformer notre processus décisionnel. Et ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas se payer le luxe d'absorber d'autres pays, et notamment d'autres grands pays, sans une réflexion vraiment approfondie sur la façon dont l'Europe doit fonctionner. En même temps, ça fait très longtemps, depuis 1957 en réalité, on dit à intervalles réguliers que l'Union européenne est en crise, qu'elle est bloquée, qu'elle est enlisée. En même temps, l'Union européenne a toujours fonctionné par accélération, par à-coups. Est-ce que cette crise actuelle, dont on a un sentiment très aigu en ce moment, n'est pas une pause nécessaire dans la longue histoire de la construction européenne ? Alors, vous avez tout à fait raison. L'Europe a fonctionné à la faveur d'un certain nombre de crises politiques, institutionnelles, économiques. C'est-à-dire que l'Europe fonctionne, l'Europe évolue quand elle est en situation de déséquilibre et que son avenir est en jeu. Simplement,
il ne faut peut-être pas trop jouer non plus avec ça, surtout à une époque où, comme je le disais, le projet européen devient moins perceptible et moins important aux yeux des citoyens. Est-ce que la situation de la Grèce, la situation de l'Irlande aujourd'hui est liée au fonctionnement de l'Union européenne? Ou bien au contraire, est-ce que l'Union européenne a fonctionné comme un bouclier? Les deux. Les deux, parce que je pense que si l'euro n'avait pas existé, si nous n'avions pas eu les solidarités financières qui ont fonctionné, qui sont en train de se mettre en place et de se renforcer, je pense que la Grèce, l'Irlande et peut-être demain d'autres pays auraient été dans des situations incroyablement plus grave, c'est-à-dire avec des dévaluations successives, avec le prix des matières premières qui augmente de 30, 40, 50%, avec une baisse de la compétitivité globale de l'économie dans ces pays. Et je pense que ça aurait été la situation la plus grave. En même temps, cette crise financière a montré que nous n'étions pas capables de réagir suffisamment vite. Il nous a fallu des mois et quasiment un an de discussions et de négociations pour mettre en place des outils de défense. Et nous sommes encore en train de travailler à une réforme des traités européens pour effectivement rendre l'Europe plus réactive et plus capable de s'adapter à une telle situation de crise. Arrêtons-nous un instant, si vous le voulez bien, sur le cas de l'Irlande. Comment peut-on accepter aujourd'hui que l'Union européenne vienne en aide à un pays qui pratique depuis des années un dumping fiscal tout à fait problématique et qui, en ce moment même, fait peser la responsabilité de la rigueur, du redressement de l'économie, non pas sur les entreprises, dont on connaît les taux d'imposition particulièrement bas, mais sur les contribuables? Est-ce que ça ne remet pas fondamentalement en cause, d'une certaine manière, le projet européen ? Alors, je ne voudrais pas qu'on entre dans un processus d'accusation de tel ou tel pays, parce que sinon, il va falloir aussi qu'on balaye un tout petit peu devant notre porte. Je crois qu'en termes de déficit, la France a malheureusement pas donné non plus toujours le bon exemple. Mais la France ne fait pas du dumping fiscal depuis des années. Ne fait pas du dumping fiscal. Ce que je crois, c'est qu'il faut surtout essayer de tirer les leçons du passé. Incontestablement, l'Irlande a bénéficié massivement de transferts budgétaires en provenance de l'Union européenne, qu'elle a utilisé, pour attirer de nouvelles entreprises, effectivement en diminuant très sensiblement ses taux d'imposition, et qu'elle a utilisé aussi en développant une économie financière qui n'avait pas de vraie raison de se développer comme elle s'est développée en Irlande. Donc c'est vrai que ce sont deux fautes en quelque sorte politiques dont l'Europe doit payer le prix aujourd'hui. Je pense que si nous sommes aujourd'hui au sein de l'euro et au sein de l'Union européenne, c'est aussi pour afficher notre solidarité. Donc, quand quelqu'un est en vraie difficulté, on doit arriver à son secours. Mais on doit arriver à son secours, se porter à son secours sans lui laisser la maîtrise complète des outils qui ont abouti à la crise. Et donc, en conditionnant ce soutien à une réforme de la fiscalité, du dispositif budgétaire, de l'économie financière qui existe dans ces pays, comme on a demandé à la Grèce une réforme de sa politique économique, de sa politique fiscale, de la réalité des chiffres et des données économiques, etc. L'euro, symbole de la réussite de l'Union européenne, en tout cas ces dernières années, est pour certains observateurs, certains analystes, menacé d'éclatement, parce que certaines économies de l'Eurogroupe, certains États membres de l'Eurogroupe sont menacés. La Grèce, l'Espagne, bien sûr, l'Irlande également. Est-ce que vous comprenez, vous adhérez à cette thèse de la dissolution, voire de la disparition de la monnaie unique ? Non, parce que je crois que la volonté politique pour faire durer l'euro est là. Et on l'a vu au dernier Conseil européen, on l'a vu au cours des 3 derniers mois, aux différentes réunions qui ont eu lieu. Il y a un consensus sur ce point. Il y a un consensus des principaux pays européens, et notamment de ceux qui sont les plus puissants économiquement, disant qu'il faut préserver l'euro. Et je crois que ce consensus, il repose aussi sur le fait que l'euro nous a assez largement protégés. Je le disais, si on n'avait pas eu l'euro, tout simplement, on serait tous en train de dévaluer, tous peut-être sauf l'Allemagne, en train d'évaluer les uns les autres. Ça veut dire que... Concrètement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le prix du pétrole ou le prix du litre d'essence aurait déjà augmenté de 30 ou 40% en France. Ça veut dire que le prix global... Inflation massive, perte de compétitivité pour toutes les industries qui dépendent de produits importés, de matières premières, telles que l'énergie ou d'autres matières premières, et globalement, des efforts d'ajustement qui pèseraient aussi sur les consommateurs et sur les contribuables. C'est vrai qu'en ce moment, on a tendance à voir le tableau très, très en noir. Quelles sont encore aujourd'hui les grandes réalisations de l'Union européenne, tangibles et appréhensibles par tout un chacun, en plus de la monnaie unique qu'on vient d'évoquer?
Il y a déjà une intégration des marchés européens dont les consommateurs n'ont qu'à se louer. Le marché unique. Le marché unique qui a abouti, alors je n'ai pas de statistiques immédiatement présentes, mais sur une trentaine d'années, à une baisse relative des prix, notamment dans les produits manufacturés, qui a été tout à fait considérable. Alors on oublie effectivement, mais la part que peut représenter l'achat de produits électroniques, de produits électroménagers, de véhicules divers, etc., dans le budget des ménages, a considérablement baissé. Et ça, c'est la conséquence aussi de l'intégration des produits moins chers. Plus de produits, des produits moins chers, plus de choix pour les consommateurs. Parmi tous les chantiers qu'il conviendrait de conduire, réforme institutionnelle, mise en place d'un gouvernement économique, renforcement du couple franco-allemand, quel est, selon vous, le chantier prioritaire? Je pense qu'il y a deux chantiers qui sont absolument prioritaires. Il y a le chantier d'une plus grande intégration budgétaire, économique et fiscale. Ce qu'on appelle un gouvernement économique. Absolument. Un gouvernement économique, une meilleure coordination pour éviter le dumping fiscal, pour organiser la diminution de la dette, qui est un problème dans la plupart des pays de l'Union européenne, pour organiser surtout une convergence des économies qui fasse en sorte que, quelle que soit la valorisation de l'euro sur les marchés internationaux, en toute hypothèse, l'euro soit solide et que les pays membres de l'euro soient solidaires. Je crois que ça, c'est vraiment une des priorités absolues et c'est celle dont on entend le plus parler dans la presse. Il y en a une autre qui, à mon avis, est tout aussi importante, qui est une intégration diplomatique. Une intégration diplomatique, donc ça veut dire, pour parler en termes techniques, une intégration complète des dispositifs diplomatiques et consulaires, afin que l'Europe, dans la plupart des pays, dans la plupart des négociations, parle d'une seule voix. Et ça, on en est malheureusement un peu loin, parce que j'ai peur qu'on ait surtout rajouté une couche avec Mme Ashton et le dispositif diplomatique international, sans toucher aux couches d'en dessous. Et je pense qu'il faut faire une grande réforme dans ce domaine-là, de façon à ce que l'Europe puisse peser sur les choix mondiaux, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Dans ce dispositif, et dans l'Union européenne tout entière, dans la construction européenne, le couple franco-allemand a toujours joué un rôle essentiel, capital. On a parlé même de moteur franco-allemand. Ce moteur semble, c'est le moins qu'on puisse dire, aujourd'hui un petit peu encrassé, marché au ralenti. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour relancer ce moteur, le faire redémarrer? Et pourquoi est-ce si important? Oui, je crois qu'il faut d'abord répondre au pourquoi, parce que à quoi sert le moteur franco-allemand? Il a servi à faire énormément de choses au sein de l'Union européenne dans le passé. Est-ce qu'il sera aussi efficace à l'avenir? Je crois que oui. Je crois que oui, parce que le processus, comme je le disais, de décision au sein de l'Union européenne ne fonctionne plus. On n'est plus capable à 27 de décider, et demain peut-être à 29 ou à 30, de décider comme on était capable de décider à 6 ou à 12 il y a 20 ans. Donc il faut effectivement trouver une autre méthode. Et cette autre méthode, elle est trouver des solidarités à quelques pays, mettre en œuvre des projets à quelques pays, comme on l'a fait d'ailleurs avec l'Allemagne, avec Airbus, avec Ariane Espace, avec Eureka, avec les projets Schengen, européens, avec l'euro d'ailleurs aussi, qui est né d'une initiative franco-allemande. La plupart des grands projets sont nés comme ça. Il faut trouver des projets concrets dans lesquels on retrouve cet esprit européen, cet esprit de construction en commun. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour retrouver cet esprit de coopération bilatérale entre la France et l'Allemagne, alors même que les désaccords politiques aujourd'hui semblent particulièrement forts? Oh, particulièrement fort, non, je dirais pas ça. Je pense que oui, voilà, c'est plutôt cyclique, voire cyclotimique. Et c'est vrai que c'est un peu préoccupant. Je pense qu'il faudrait se mettre d'accord avec nos amis allemands sur 3 ou 4 projets. Un projet fiscal. Pas un projet fiscal sur l'impôt sur le patrimoine, qui n'a aucune chance d'aboutir. Un projet fiscal sur l'harmonisation, par exemple, de ce qu'on appelle l'assiette, les bases de l'impôt sur les sociétés. Un projet fiscal sur une meilleure intégration des dispositifs de TVA, de façon là aussi à faciliter la vie des entreprises et la mobilité des entreprises entre la France et l'Allemagne. Un projet budgétaire qui doit être une meilleure intégration des priorités de notre voisin dans chacune de nos décisions budgétaires, depuis le moment où le ministre des Finances fait ses propres calculs jusqu'à la fin du vote de la loi par le Parlement français. Une fusion des endettements ? Une fusion des endettements. Je pense que ça appelle l'eurobond, par exemple. Oui, alors l'eurobond est une excellente idée.
plutôt pour financer des projets, à mon avis, que pour compenser le déficit budgétaire. C'est la proposition de l'Institut Montaigne. Oui. Mais l'eurobond devra aussi s'accompagner d'un rapprochement et d'une meilleure discipline commune entre les pays qui souhaitent y participer. Donc l'eurobond, ça ne sera pas un projet à 27, ça sera un projet à quelques-uns, et le couple franco-allemand doit être tout à fait décisif dans ce projet. Le couple franco-allemand aussi, dans la fusion des dispositifs diplomatiques et consulaires, sera capital. Il faut aussi que la France accepte de partager avec l'Allemagne un certain nombre de prérogatives qu'elle a encore nées de la dernière guerre, son siège au Conseil de sécurité, son siège au FMI, qu'elle le partage véritablement avec l'Allemagne et qu'elle entre dans le rapprochement de nos dispositifs de fusion, de soutien aux entreprises, dans le rapprochement y compris de nos dispositifs de promotion culturelle, etc. Enfin, vous considérez par conséquent qu'il faut partir du couple franco-allemand, à condition que celui-ci soit plus affermi que ce qu'il est aujourd'hui, pour lancer des projets communs qui dépasseraient du coup le seul couple franco-allemand. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle des coopérations renforcées, qui existent depuis bien longtemps. C'est ce qu'on appelle des coopérations renforcées, sauf que ce sont des coopérations renforcées qui, à notre sens, doivent accepter de s'écarter des dispositifs très stricts prévus par les traités pour faire de la communication et de la coopération à la carte. Il faut qu'on parle ensemble avec les Allemands, il faut qu'on définisse quelques projets prioritaires et il faut qu'on les mette en œuvre, que les conditions juridiques strictes prévues par les traités soient réunies ou ne soient pas réunies. Et une fois qu'on aura mis en place ces coopérations, on les ouvrira à 2, 3, 4, 5, à tous les pays qui seront intéressés et qui voudront les rejoindre. Jean-Paul Trantiet, merci pour cette conversation. À bientôt dans Impact.